Bonsoir et bienvenue au journal du soir sur Télé Liban. Depuis New York, le président Joseph Aoun a lancé un appel vibrant à la diaspora participer massivement aux prochaines élections législatives. Devant des centaines de Libanais venus de tous les États-Unis, il a rappelé que le Liban compte sur ses expatriés non pour des aides ponctuelles, mais pour des investissements durables et un engagement politique fort. Accueilli par la diaspora libanaise installée aux États-Unis, le président Joseph Aoun a tenu à adresser un message clair. Le Liban ne pourra pas se relever sans ses expatriés. Il a bien affirmé « Votre voix n'est pas un simple bulletin de vote, c'est l'espoir d'un avenir meilleur, c'est une voix pour le changement ». Devant un parterre de diplomates, de responsables communautaires et de chefs d'entreprise, le président a insisté sur l'importance de l'investissement. Selon lui, la diaspora constitue la véritable richesse du Liban. Il a déclaré en ce sens « Le Liban est riche de vous et n'attend pas la charité. Ce que nous voulons, ce sont des investissements pour redresser le pays. » Le chef de l'État a également mis en avant les réformes entreprises par le gouvernement, telles que l'adoption du budget 2026, les réformes judiciaires et la lutte contre la corruption, tout en rappelant que la confiance internationale doit passer par des actes concrets. Entre reconnaissance et appel à l'action, le président Aoun cherche à transformer la diaspora en moteur du changement. Premier rendez-vous pour mesurer cet engagement, les élections législatives. Washington change de cap vis-à-vis de la Syrie. Le département du Trésor américain a annoncé la levée d'une partie des sanctions imposées depuis 2004 contre Damas, tout en maintenant la pression sur les responsables de crimes de guerre et les réseaux liés au trafic de Captagon. Une révision en profondeur du régime de sanctions annoncée alors que le président syrien Ahmed Shara rencontrait Donald Trump à New York. C'est un tournant majeur dans la politique américaine à l'égard de la Syrie. À partir de ce jeudi, le nouveau régime de sanctions du département du Trésor entre en vigueur, marquant la fin de l'état d'urgence décrété en 2004 contre Bachar el-Assad. Les sanctions générales sont levées, mais Washington maintient ses mesures ciblées contre les auteurs de crimes de guerre, les responsables de violations des droits humains et les réseaux de trafic de Captagon. Selon le département du Trésor américain, les États-Unis veulent tourner la page de la guerre en Syrie, sans oublier les crimes commis d'où le président déchu Bachar el-Assad et son entourage restent sanctionnés. Ces annonces coïncident avec la rencontre entre Donald Trump et le président syrien Ahmed Shara en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, un signal politique au moment où Washington veut concilier fermeté et ouverture. Selon des analystes en relations internationales, les États-Unis veulent montrer qu'ils restent vigilants face à Assad, tout en ouvrant la voie à une stabilisation régionale encadrée par le Caesar Act et le Captagon Act. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'ancien chef de l'État français Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Une première historique, l'ex-président français sera incarcéré dans les prochaines semaines, même en cas d'appel. Sarkozy a été relaxé des charges de corruption et de financement illégal par la Libye de l'ancien président libyen Mouammar el-Kadhafi, mais jugé coupable d'association de malfaiteurs. En plus de la peine de prison, il est condamné à 5 ans d'inéligibilité, également avec exécution provisoire et à une amende de 100 000 €. Nouvelle alerte sécuritaire au Danemark. Plusieurs aéroports ont été survolés par des drones, entraînant la fermeture temporaire de l'aéroport d'Aalborg. Ces incidents surviennent après une série d'attaques similaires en Europe, dans un climat de tension accrue avec la Russie. C'est l'un des aéroports les plus fréquentés du Danemark après Copenhague. Il a dû être fermé plusieurs heures après le survol de drones non identifiés. Selon la police de Jutland du Nord, les drones ont survolé une vaste zone pendant plusieurs heures. Les forces de la police n'ont pas pu les neutraliser ni interpeller leurs opérateurs. D'autres appareils ont été repérés à Esbjörn, Sonderborg et à la base aérienne de Skridstrup.
Une enquête est désormais ouverte en collaboration avec les services de renseignement danois et l'armée, afin de déterminer l'origine et la finalité de ces survols. Ces nouveaux incidents surviennent 2 jours après une paralysie similaire à Copenhague et à Oslo, la capitale norvégienne, des attaques qualifiées de plus graves menaces contre une infrastructure critique par la première ministre danoise Mette Frederiksen. Celle-ci a déclaré « Nous n'excluons pas que ces actes soient liés à la Russie dans la continuité des violations de l'espace aérien et des cyberattaques contre des aéroports européens. En Pologne, en Roumanie ou en Estonie, d'autres intrusions de drones et d'avions de chasse ont été attribuées à Moscou. Des accusations que le Kremlin rejette en bloc. Ces survols surviennent 1 semaine seulement après l'annonce par Copenhague de l'acquisition d'armes de précision à longue portée, signe que le pays se prépare à une menace durable. Mais pour les passagers, une autre urgence demeure, retrouver des vols sans interruption. Dans les sables dorés de Mongolie, le désert de Kubiki s'est mué en une mer bleue d'énergie. La Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, parie sur le soleil pour redessiner son avenir énergétique. À moins de 2 mois de la COP30 au Brésil, la Chine frappe fort. Dans un discours adressé à l'ONU, le président Xi Jinping annonce un objectif inédit, réduire les émissions nettes de 7 à 10% d'ici 2035. Une annonce perçue comme contre-pied direct au président américain Donald Trump qui dénonçait la veille le canular du climat. Un message fort alors que les États-Unis s'apprêtent à quitter une nouvelle fois l'accord de Paris en janvier 2026. Mais derrière cette diplomatie verte, une réalité se dessine sur les sables de ces déserts. Dans le désert de Kubiki, plus de 100 km² sont désormais recouverts de panneaux solaires, l'équivalent de plus de 4 fois la ville de Beyrouth. Une installation géante pour alimenter les provinces de Pékin au Tianjin, parfois à des centaines de kilomètres. Mais ce rêve énergétique soulève des inquiétudes. D'abord, le climat local. Les panneaux sombres absorbent la lumière au lieu de la réfléchir, ce qu'on appelle l'effet albédo. Ces surfaces sombres modifient les flux atmosphériques, pouvant entraîner une baisse des précipitations dans certaines régions. Ensuite, l'écologie. Malgré leur apparence stérile, les déserts hébergent des écosystèmes fragiles. Insectes, plantes endémiques, migration animale, tout ce petit monde sera dévasté, ce qui aura des conséquences de taille sur le climat et la santé humaine. Nettoyer les panneaux solaires dans un désert demande aussi de l'eau, une ressource très rare dans le désert. La Chine a mis en service plus de charbon au premier semestre 2025 qu'à aucun autre moment depuis 2016. Tant que le charbon reste un pilier du système, il freine structurellement l'expansion des énergies renouvelables. La transition chinoise est en marche. Elle est massive, rapide, parfois brutale. Mais à l'heure de la COP30, le vrai défi n'est pas seulement de produire de l'énergie propre. Il faut un développement plus intelligent, localisé, qui combine énergie et préservation. Dans les universités et grandes écoles, l'intelligence artificielle n'est plus une option, mais une réalité incontournable. Entre innovation pédagogique et inquiétude sur la triche, enseignants et étudiants redéfinissent ensemble les règles du jeu académique. À l'école d'ingénieurs ECE, Milo assiste aux cours comme n'importe quel étudiant. Mais Milo n'est pas humain. C'est un prototype Android doté d'intelligence artificielle qui enregistre les cours et les retranscrit pour les étudiants. Youssef Jaafar est étudiant en ingénierie. Il explique que, contrairement à ChatGPT, Milo ne donne pas directement les réponses. Il propose des pistes et explique comment on peut avancer dans la résolution d'un problème. Pour François Stéphan, directeur de l'ECE, l'IA est désormais au cœur de la pédagogie. Il souligne « tous les jeunes utilisent l'IA ». Plutôt que de l'interdire, nous voulons leur apprendre à l'utiliser de manière éthique et critique. Même approche à Sciences Po. Son directeur, Louis Fassi, insiste sur la nécessité de préserver le sens de l'effort et le regard critique face aux productions de l'IA. Mais certains enseignants tirent la sonnette d'alarme. De plus en plus de devoirs paraissent rédigés intégralement par des IA génératives. À la Sorbonne, plusieurs étudiants ont été déjà sanctionnés pour triche. Pour contourner le problème, des chercheurs suggèrent de transformer l'évaluation. Demander aux étudiants de critiquer une dissertation produite par une IA ou de proposer des solutions inédites à des problèmes. L'enjeu est clair, intégrer l'IA sans renoncer au cheminement intellectuel, car dans l'université de demain, apprendre à penser restera la première compétence, même à l'ère des machines.
Et voici une information de nature touristique. Perchée à Bagheria, aux portes de Palerme, la Villa Palagonia fascine depuis 3 siècles par son audace baroque et ses créatures fantastiques. Surnommée la Villa des monstres, elle conjugue faste architecturale, extravagance sculpturale et poésie onirique, devenant un lieu unique où l'histoire, l'art et l'imaginaire sicilien se rencontrent. Perchée à Bagheria, non loin de la Palerme, la Villa Palagonia resplendit comme la demeure la plus emblématique de toute la ville. Édifiée à partir de 1715 sur ordre de Don Ferdinando Francesco Gravina, prince de Palagonia à l'époque, elle s'élève en exemple ultique du baroque sicilien signé par l'architecte Tommaso Maria Napoli. La silhouette du bâtiment, inspirée d'un plan complexe où les façades concaves et convexes dialoguent, reflète une audace architecturale rare. Une fois le seuil franchi, le visiteur pénètre dans un vestibule ovale, décoré de fresques illustrant les travaux d'Hercule, prélude à un univers où la grandeur mythologique s'unit à la folie baroque. De là, on accède. Excusez-nous pour ce défaut technique. Et sur ce, nous terminons ce journal.